Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ce nouveau forum de l'enfance libre. Donc ce soir, nous avons le plaisir avec Jean-Guillaume Bélier de rencontrer, retrouver Yves Baumnardel. Donc vous êtes éditeur et essayiste et vous travaillez à des sujets aussi divers que l'esclavage des animaux, la domination masculine, l'institution de l'enfance, la discrimination nationale, le système pénal ou la France-Afrique même. Vous êtes critique de l'idée de nature, partisan d'un égalitarisme libertaire, c'est-à-dire d'un véritable universalisme, et vous êtes persuadé que les mouvements progressistes ne peuvent continuer à faire l'économie d'une profonde remise en cause des dominations qui structurent nos sociétés. Et je pense que cela va beaucoup structurer notre discussion ce soir. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Jean-Guillaume, je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonsoir Yves et bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous. Alors, dans votre livre, La domination adulte, qui est quand même devenue une référence dans la réflexion sur cette domination adulte, vous nous expliquez que les enfants sont dominés, qu'ils vivent dans un état de soumission et de domination, et que cet état apparaît comme normal, et que c'est même plutôt l'idée inverse, ça serait que les adultes, globalement, essaient de protéger les enfants, même si de temps en temps, il y a des dérapages ou des maltraitances. On en a beaucoup parlé sur les violences éducatives ordinaires, qui sont quand même très répandues. Et aujourd'hui, cette domination paraît normale, paraît évidente, tout comme pendant longtemps, la domination des hommes sur les femmes allait de soi, celle des animaux, des humains sur les animaux, et celle des maîtres sur leurs esclaves, tout plein de situations de domination qui ont été normales pendant un temps et puis qui ont aujourd'hui, ou qui sont en passe de ne plus l'être. Eh bien, visiblement, pour les enfants, c'est la même chose. On aurait visiblement du mal collectivement à voir que les enfants sont dominés. Et donc, les questions qu'on va vous poser vont tourner autour de cette idée, cette question de en quoi, de quelle manière et comment les enfants sont-ils dominés. Voilà, on va approfondir cette question-là. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez résumer l'esprit qui vous anime par rapport à cette question de la domination adulte? J'ai écrit ce bouquin et parce que, bon, d'une part, j'étais un peu révolté quand j'étais gamin et ado de l'absence de droit et de considération qu'on avait en tant qu'enfant, mais aussi parce que ça faisait longtemps qu'en France, il n'y avait plus de réflexion sur les rapports adulte-enfant vus d'un point de vue systémique, d'un point de vue politique, du point de vue global de l'organisation de la société. Et je me suis dit que ça valait le coup de bosser sur cet angle-là précisément. Et quand je parle d'organisation de structure sociale, je pense à l'encadrement juridique de l'enfance à travers le statut de mineur, à l'appropriation familiale, à la contrainte éducative, qui sont vraiment des structures au fondement même des rapports adulte-enfant et qui conditionnent, qui déterminent entièrement la façon dont on peut, en tant qu'adulte, se rapporter aux enfants et réciproquement. Les droits dont jouissent les enfants, etc., etc. Donc, c'est une analyse, en fait, le bouquin, c'est une analyse, effectivement, des effets qu'ont l'appropriation parentale familiale, la contrainte à l'éducation, et ce qui chapeaute le tout, c'est le statut de mineur sur les enfants et sur les adultes, etc. Et aussi ce que ça produit. J'insiste pas mal sur le fait que ça produit énormément de violence à l'encontre des enfants. On a mis, évidemment, il y a une idéologie qui justifie de priver les enfants de droits, et c'est une idéologie en termes de protection de l'enfance. Et ça serait justement pour protéger les enfants qu'on les mettrait sous un statut particulier qui est le statut de mineur, pour les protéger d'eux-mêmes, pour les protéger des autres. Ils seraient censés être particulièrement protégés. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est du pipeau, et à l'inverse, le statut de mineur les prive de l'ensemble de ces droits fondamentaux dont nous, en tant que majeurs, on a la jouissance, et qui sont justement ces droits qui nous permettent de nous soustraire
à la violence, à l'arbitraire, à l'humiliation, à l'absence de liberté, enfin aux situations contraignantes de façon générale. C'est des droits aussi fondamentaux que la liberté de circulation, la liberté de choisir avec qui on vit, la liberté d'être autonome matériellement, financièrement, d'avoir même une vie privée, etc. C'est ces droits-là qui ne sont pas reconnus aux enfants, en fait, dont les enfants sont privés par le statut de mineur. Alors, c'est un très bon résumé de tout ce qu'on va aborder maintenant. Peut-être que vous pourriez revenir, ça serait bien de revenir sur vous, votre parcours. Vous avez commencé à l'évoquer en parlant de votre enfance, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres éléments qui vous ont fait prendre conscience de l'existence d'un rapport inégalitaire entre les adultes et les enfants. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette prise de conscience? Je crois que c'est beaucoup quand j'étais enfant, ado, entre l'imposition scolaire, l'imposition familiale. Moi, je viens d'une famille qui était une famille d'extrême gauche, très engagée politiquement, ce qui fait que j'utilisais les outils d'analyse que j'avais dans d'autres domaines, notamment pour une grille de lecture adulte-enfant. Ensuite, j'ai rencontré des anarchistes qui avaient un certain point de vue critique. Ensuite, j'ai rencontré Catherine Becker, qui a eu une grosse influence sur moi, qui, elle, qui a une critique extrêmement radicale des rapports adulte-enfant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Catherine Becker, peut-être juste un point, elle a écrit L'insoumission à l'école obligatoire, je dis de ça de tête. Oui, en 85. Voilà, ouais. Qui est un livre majeur. En 88, elle a écrit Les Cahiers au feu, ouais. Qui est une enquête sur les milieux non scolarisants, ce que pensent les gens, etc. C'est des bouquins qui sont passionnants. Et qui ont un peu marqué une époque, parce que dans son livre, elle expliquait qu'elle soutenait sa fille qui refusait à 14 ans de continuer à aller à l'école. Donc c'était un plaidoyer, un soutien à sa fille, au choix de son enfant. Oui, oui. Et oui, donc voilà. Et ensuite, j'ai rencontré, il y a un groupe qui s'est constitué dans les années 2000. Il y avait des parents, il y avait des enfants, il y avait aussi des non-parents, non-enfants. Pour réfléchir sur les rapports adultes-enfants et qui s'est appelé Tomate, puis ensuite Enfance buissonnière, et qui a fonctionné jusque dans les années 2012, oui. Et qui a soulevé plein de discussions. Enfin, c'était assez passionnant. Il y a eu des rencontres organisées en Bretagne qui ont réuni une centaine de personnes pendant 1 ou 2 semaines, des trucs comme ça, et avec aussi des mineurs qui se battaient pour leurs droits qui venaient. Et c'était vraiment passionnant. Et le bouquin, en fait, est issu de multitudes de discussions collectives qui ont eu lieu pendant des années. D'accord. Alors, dans cette réflexion, il y a effectivement un premier point qui est important, c'est à qui appartient l'enfant, hein, à qui appartient-il, est-ce qu'il appartient à ses parents? Et quand on vous suit dans votre réflexion, ou cette réflexion collective que vous avez eue, dont vous en faites la synthèse, l'enfant semble être un humain qui est empêché d'être. Il semble être nié dans ses capacités. Il semble même être dressé à être un être qui doit répondre aux besoins de ses parents. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là, répondre à cette question? En quoi est-ce qu'il est empêché d'être? En fait, il est asservi au sens où il n'a pas de droit propre dont il pourrait user, dont il pourrait avoir la jouissance sur sa propre vie. Il est sous l'autorité d'autres personnes qui ont en fait tout pouvoir, enfin pas tout à fait tout pouvoir parce que maintenant c'est relativement encadré, mais qui ont tout pouvoir en tout cas de mener sa vie à sa place, c'est-à-dire de la diriger, etc. Et notamment qui sont investis d'une mission éducative. Et bon, j'en parle pas mal dans le bouquin. Il y a une grosse critique de la notion même d'éducation qui a été menée aussi bien par des adultes que par des groupes de mineurs en lutte, qui dit qu'un rapport d'éducation, c'est un rapport qui est un rapport de domination fondamentalement, où il y en a un qui s'arroge le titre d'éducateur et qui s'arroge un droit sur l'autre, qui va être l'éduqué, et qui s'arroge le droit de former l'autre, c'est-à-dire en fait de décider à sa place ce à quoi il devra s'intéresser, passer son temps, passer son énergie, son intelligence, etc., dans quelles conditions, etc. C'est un asservissement qui a lieu pour le bien de l'enfant, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais est-ce qu'un asservissement peut jamais être pour le bien de quelqu'un? On va dire que ça va être pour développer justement sa liberté, son autonomie, son sens critique, etc. On peut douter qu'on arrive à de tels résultats par de tels moyens. Dans la pratique, en tout cas,
ça signifie bel et bien que l'enfant est pieds et poings liés, soumis aux fantaisies des adultes qui ont autorité sur lui. Alors, ça peut avoir des répercussions qui sont absolument dramatiques en termes de violence et de violence psychologique et tout ce qu'on veut, et même physique ou sexuelle ou autre. Mais même indépendamment de ce qu'on pourrait nommer des abus, la situation en elle-même est une situation de violence où l'enfant ne peut pas développer ses propres capacités telles que elle se développerait s'il était laissé, s'il pouvait vivre sa vie en fait, rencontrer des gens, expérimenter des situations, etc., etc. Et au contraire, il est placé dans des conditions plus ou moins standardisées, qu'elles soient familiales ou scolaires ou autres, pour être lui-même en fait un produit. Il est lui-même le produit de son éducation, il est lui-même le produit de sa propre activité, mais qui est une activité contrainte. Alors, cette idée-là, ce que vous développez là est fondamentale parce que ça donne un autre éclairage sur comment considérer l'enfant. Et vous avez toute une partie aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que vous nous montrez les racines historiques. C'est pas quelque chose qui est né récemment. En fait, nos sociétés semblent s'être fondées, dans leur majorité, sur ce rapport de domination. Est-ce que vous pouvez développer, nous éclairer sur ce statut historique, au niveau historique, sur ce statut de l'enfant? Bah, on vient d'une situation qui n'était pas particulièrement enviable avant, où l'enfant était la propriété du père, mais en fait, comme les cadets, comme la femme, il était soumis au pouvoir du père, véritablement approprié, quoi. Et on vient de cette situation-là, la cellule familiale patriarcale, qui était aussi une unité économique, hein, le travail de la femme, des cadets, des enfants, etc., était approprié par le père. On vient de cette situation-là, mais ce qui est resté, c'est la famille en tant que petite sphère autonome d'une certaine façon. L'exploitation, l'appropriation privée n'existe plus ou plus que résiduellement. Elle existe quand même, elle se nomme plus comme ça. On parle maintenant d'autorité parentale plutôt que de puissance paternelle, par exemple, sur l'enfant. Donc les mots ont changé, mais la forme reste la même. C'est ça, hein? Oui, alors quand même, l'esprit est censé avoir changé, puisque c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, etc. Et dans la pratique, comme les adultes ont tout pouvoir, pas tout pouvoir, mais enfin ont des pouvoirs complètement discrétionnaires sur l'enfant, et ça continue de générer tous les abus qu'on peut imaginer dans ce genre de situation, quoi. Avoir le pouvoir. C'est le problème technique qui démarre. Toujours Voilà. un peu à des catastrophes émotionnelles. Non, ça va. Attendez, vous pouvez reprendre votre phrase. On a été coupé juste une seconde. Mais vous nous parliez du pouvoir discrétionnaire. Est-ce que vous pourriez, enfin, disons, continuer le fil de votre pensée? Oui, à chaque fois que des humains ont un pouvoir comme ça, absolu, ou en tout cas discrétionnaire sur d'autres, ça aboutit à des catastrophes pour ceux qui sont sous leur joug, même quand ceux qui ont le pouvoir sont bien intentionnés, quoi. Oui, ou on envie, voilà, croient qu'ils sont bien intentionnés, disons, ne se rendent pas compte qu'ils ne sont peut-être pas bien intentionnés. Ah, mais là, on l'a complètement perdu. Donc, excusez-nous, ouais, on a un petit problème technique, je suis désolée. Je vais peut-être interrompre. Non, laisse tourner, puis il va peut-être Oui, revenir. Parce je que si on laisse coupe après, tourner. les gens nous perdent. Ouais, Donc, et on va puis, attendre qu'ils reviennent. Désolé pour ce problème-là. oui, vite lui envoyer un texto. Peut-être que ce sera le mieux. Mais je pense qu'il doit être en train d'essayer de se reconnecter de toute façon. Mais enfin, c'est un peu vain d'envoyer un texto, mais enfin, on va essayer. Tu peux même l'appeler. Oui, ou l'appeler. Donc, ça fait partie de nos directs. On a l'habitude maintenant. Oui. Anne sait gérer des situations et Ophélie de par coupure. derrière, et tout le monde par derrière. On commence voilà. Désolé, on ne maîtrise pas l'aspect technique sur le flux. Mais ne vous en faites pas, il y a tellement... Non, il n'est toujours pas là.
Je me mets en mute. Super, je vous remets, j'allais vous appeler, je vous remets, vous voilà. Voilà, ok. Oui, bah en fait j'ai une très voilà, mauvaise on vous fait connexion. une belle image. Oui, c'est une très mauvaise connexion où je suis et ça fonctionne avec le téléphone portable en fait. Ah, d'accord. Non, non, mais jusqu'à présent, c'était très bien, donc pas de problème. Merci beaucoup d'être revenu. On fait comme ça la prochaine fois, comme ça on est déjà tout prêt. Moi, j'ai votre téléphone et mes écouteurs. Pour saluer les personnes qui sont là. Oui. Voilà, oui, je pense qu'on a plus de monde, des gens qui parlent. Et alors, il y a même quelqu'un, d'ailleurs, bon, je ne le fais pas apparaître, mais qui propose un pad de prise de notes collaborative pour cet échange. Donc, vous aurez sans doute des retours après, des questions peut-être. Et ben voilà, c'est super, quoi. Ça veut dire qu'on vous suit vraiment avec attention. Alors, on reprend juste, voilà, historiquement, en tout cas, ça fait longtemps que nos sociétés sont dans ce paradigme, cette idée qu'on doit décider pour l'enfant, même si je sais où je pense qu'historiquement, il y a des moments où les enfants avaient peut-être plus d'autonomie ou plus de liberté, et que ça n'a pas toujours été organisé comme ça. Est-ce que vous voulez clore la question ou ajouter quelque chose? Vous avez été au bout? On pourrait y revenir par la suite, en fait. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est peut-être pas le point central. Oui, tout à fait. Oui, alors par rapport à ce rapport égalitaire, si on se fait un peu l'avocat du diable, en quoi est-ce qu'un enfant de 3 ou 6 ans peut-il être à égalité avec des adultes? La question qu'on peut se poser, c'est a-t-il les moyens intellectuels, émotionnels et physiques de se faire entendre et d'être entendu? Alors, est-ce qu'il a les moyens d'être entendu? Ben, malheureusement, ça ne dépend pas que de lui. De se faire entendre, oui, les enfants, quand ils ne sont pas complètement écrabouillés par le pouvoir qu'ils rencontrent en face, ont énormément de moyens de se faire entendre et ils ne s'en privent pas. De façon générale, ils savent quand même ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas, les situations qu'ils cherchent à éviter et celles au contraire qui leur plaisent. Simplement, c'est bien rare qu'on les laisse effectivement vivre ce qu'ils recherchent et éviter d'avoir à subir les situations qu'ils sentent comme étant néfastes pour eux, quoi. Alors, un des exemples pourrait être l'exemple de la séparation des parents, des deux parents. Est-ce qu'on peut demander à un enfant de 5 ans de choisir? Bon, je vous laisse parler plutôt que de commenter sur même la question du choix dans cette circonstance-là. Est-il en mesure de choisir? Pourrait-il être manipulé? Voilà. Non, mais bien sûr qu'il peut être manipulé et bien sûr que la situation de choix peut être extrêmement difficile. À l'heure actuelle, très souvent, on ne demande pas aux enfants leur avis, ce qui est une situation de toute façon pire. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans le bouquin, j'essaye de me placer d'un point de vue de critique globale et je dis ça parce que je trouve que quand on se place dans la situation présente, où il y a une domination très très forte des adultes sur les enfants et où la situation globale qui leur est faite avec la structure familiale nucléaire qui les enferme dans des relations qui sont en tout petit nombre, on est de toute façon dans des situations qui, je pense, sont néfastes pour les enfants. Quand je parle de la famille nucléaire, il y a le fait que la plupart des enfants ne développent de relations réelles avec d'autres individus, et encore quand c'est possible, qu'avec les membres de leur famille. C'est-à-dire éventuellement les parents ou le parent, éventuellement des frères et sœurs s'ils en ont, mais c'est tout. C'est-à-dire un tout petit cadre. Et évidemment, quand ensuite il y a des séparations, c'est extrêmement difficile et pour peu qu'il y ait des chantages relationnels, émotionnels, affectifs, etc., c'est des situations qui sont inextricables en fait pour les enfants. Mais je pense qu'à la base, c'est le fait d'être condamné à vivre dans des petites structures sociales telles que les familles nucléaires qui ne peut que aboutir à des situations extrêmement dangereuses en fait, même pour les enfants, quoi. Est-ce que ce système justement patriarcal qui impose sa domination sur les enfants n'a pas eu tendance à renforcer l'idée que la famille c'est le meilleur moyen pour élever les enfants ou vivre?
Oui, on vit dans des sociétés qui sont absolument fondées sur la famille, qui sont totalement familialistes. Il se trouve que la famille, c'est l'institution sociale la plus criminogène qui soit, au moins dans nos sociétés. La famille nucléaire. La famille nucléaire, oui, tout à fait. La famille moderne. Il y a 84% des adultes parents en France qui disent user de violences physiques à l'encontre de leurs enfants. Les violences psychologiques, elles sont massives, elles sont constantes. Le harcèlement psychologique a été récemment interdit, entre guillemets, entre conjoints, mais s'il devait être également pénalisé entre parents et enfants ou entre adultes et enfants, les prisons seraient pleines, enfin en tout cas les tribunaux seraient complètement engorgés. Et ça, c'est sans parler encore des violences sexuelles. Il y aura entre 5 et 10% des mineurs aujourd'hui, mais comme hier et comme demain malheureusement, vu les politiques qui sont suivies, qui sont victimes d'abus sexuels et de viols et de violences sexuelles dans le cadre massivement de la famille ou de l'ombre portée de la famille. Et on a les États qui continuent imperturbablement à avoir des politiques familialistes, donc qui encouragent la famille, et même les associations. En fait, la plupart des associations, la quasi-totalité des associations qui font mine de se préoccuper des intérêts des enfants sont en fait des associations familialistes qui se préoccupent de moraliser la famille, etc., sans remettre en cause la structure familiale obligatoire. Parce que moi, pour ma part, je suis pas opposé à la structure familiale. Ce que je dis, c'est qu'il faut cesser de considérer que les enfants appartiennent à leurs parents, que les parents ont des droits contre leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre des droits de leurs enfants ou des intérêts de leurs enfants. Quand je parle des intérêts des enfants, c'est pas les intérêts supérieurs de l'enfant, c'est les intérêts que manifestent concrètement les enfants concrets. S'ils veulent pas vivre avec leurs parents, par exemple, que ça puisse être respecté. Et j'ai perdu le fil. Vous parliez des politiques familialistes et voilà. Oui. Et justement à ce propos, j'avais une question qui me venait à l'esprit. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir comment ça se passait dans plusieurs cultures? Parce que bon, chez nous, on a ce culte de la famille nucléaire dont vous parliez tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a d'autres cultures où peut-être les familles sont beaucoup plus élargies. Juste rapidement, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher là-dessus et de voir la place des enfants, la manière dont sont traités les enfants dans ces cultures-là? Les différentes cultures que j'ai connues à l'étranger, ça peut être au Laos ou ça peut être au Mexique, des cultures indigènes. J'ai pas trouvé que le pouvoir était moins violent vis-à-vis des enfants. Simplement, par contre, ils ont effectivement beaucoup plus de liberté. Au moins les garçons, parce qu'il y a quand même un sacré sexisme. Mais bon, quand même d'une certaine façon, les filles, en tout cas, une liberté, par exemple, géographique, de territoire, c'est qu'ils peuvent beaucoup plus facilement aller et venir que que les enfants dans nos sociétés. Et qu'on n'est pas sans cesse derrière eux à contrôler et commenter ce qu'ils font. Et notamment, ils peuvent très librement se livrer à des jeux ou à des activités qu'ici, on considérerait comme dangereuses. Alors, il n'y a pas que des points positifs là-dedans. Je pense qu'ils se blessent plus facilement, plus souvent que les enfants ici. Mais en tout cas, on voit bien qu'ils développent des capacités que les enfants n'ont pas dans nos sociétés. Il y a des sociologues de l'enfance féministes qui parlent d'éducation à l'incompétence dans nos sociétés, du fait que justement on craint toujours que les enfants ne soient pas capables, c'est des petits infirmes, ils n'ont pas de discernement, ils sont incapables de se rendre compte des situations, etc. Donc on les encadre en permanence, mais résultat, ils ne développent jamais leurs propres capacités, leurs propres forces, ni non plus de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes. Et résultat, effectivement, c'est autoprédictif. Enfin, ils sont beaucoup plus manches et se blessent plus facilement que dans d'autres sociétés. Il y a des sociétés où les enfants gagnent leur vie à l'âge où ici, des enfants savent toujours pas lasser leurs chaussures. Donc il y a un phénomène qui est très fort à ce niveau-là, qui est très différent, quoi. Moi, j'ai rencontré au Mexique des petites filles de 7 ans qui mangeaient toutes les deux à la terrasse d'un restaurant avec les sous qu'elles avaient gagnés. C'est une scène qu'on ne verra jamais dans nos sociétés. Alors, je dis pas que c'est purement positif, mais en tout cas, c'est autre chose. C'est une autre enfance que cette enfance-là. Notre organisation, alors justement, en termes d'autre organisation, est-ce que
pour ce qui nous concerne, nous, avec nos familles qui sont criminogènes, au sens où vous l'avez expliqué au préalable avant, est-ce qu'on peut imaginer que les parents puissent quand même, ayant conscience de ce que ça représente cette famille, aider les enfants à vivre avec plus de liberté, à les aider à s'émanciper réellement en leur donnant un autre rapport à l'autorité ou à la liberté, enfin, en proposant, je pense à Léandre Bergeron ou à toutes ces familles qui ont fonctionné sur un autre registre. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça pourrait être possible pour ces familles-là, puisque c'est le canevas dans lequel on vit, à moins d'aller créer un éco-village comme on a vu avec Pourgue? Oui. On arrive toujours à desserrer les liens des trames qui nous enserrent, des filets dans lesquels on est pris. Mais on les dessert, c'est-à-dire qu'on arrive à gagner un peu de liberté. Mais on vit justement dans un tel filet d'interdiction de normes diverses, etc., qui entourent les rapports adultes-enfants, que de toute façon, enfin, on en est réduit à essayer de se dépatouiller, plus ou moins individuellement, plus ou moins collectivement, dans une situation qui mériterait, au contraire, d'être qu'on se batte pour la changer de façon, là encore, structurelle, politique, quoi. Oui. Voilà. Je pense qu'on est condamné à essayer de desserrer les liens si on n'arrive pas à créer un mouvement de grande ampleur de libération de l'enfance, en fait. C'est une chose qu'on pourrait voir, par exemple, on sent qu'il y a des moments où la collectivité prend conscience de l'horreur de ce qu'elle fait subir aux enfants, mais c'est souvent chez l'autre qu'on le voit. Par exemple, si on prend l'excision qui est faite sur les petites filles en Afrique, alors là, il y a un réveil de la conscience occidentale, mais finalement, il y a plein de dogmes culturels, plein de dogmes religieux qui sont comme des angles morts des adultes aujourd'hui, et on prend possession du corps des enfants. Comment une telle absurdité peut-elle encore continuer aujourd'hui? Comment est-ce que c'est encore possible qu'on laisse faire ça? Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a un intérêt politique puissant à faire que l'enfant soit asservi et qu'elle soit éduquée. Ça permet de créer, nous, en fait, c'est-à-dire des adultes qui ont renoncé en grande partie à leurs rêves, qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes suffisante pour s'en soumettre véritablement. On est des êtres qui avons appris à être gouvernés et qui sommes gouvernables, qui sommes gérables, du coup. Et puis, j'ai l'impression que les adultes retirent aussi un intérêt de type narcissique à avoir le pouvoir sur les enfants, à les former comme leur propre chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'idée de la famille même qui empêche de protéger les enfants maltraités? Même par rapport à ce que vous disiez juste, narcissique, vous parliez de narcissisme, mais est-ce que c'est même cette idée même de la famille et de la famille nucléaire telle que vous en avez parlé, qui empêche de protéger les enfants maltraités, puisque c'est au sein de la sphère privée. Donc on se retrouve avec ces pouvoirs d'omnipotence, domination. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on pourrait garder quelque chose comme la structure familiale si on donnait les droits fondamentaux aux enfants lorsqu'ils le désirent, c'est-à-dire notamment le droit de quitter la famille lorsqu'ils le désirent, la liberté de circulation, la liberté de lier, d'avoir des relations avec qui ils veulent, etc. À ce moment-là, le pouvoir parental perdrait son côté totalitaire, discrétionnaire, puisqu'il pourrait être refusé concrètement par les enfants. Il pourrait trouver refuge ailleurs. Enfin, il faudrait que la société organise la possibilité pour les enfants de trouver matériellement d'autres solutions que la famille. Mais du coup, ça changerait aussi au niveau culturel, c'est-à-dire qu'on cesserait de considérer que l'enfant appartient à sa famille, puisqu'il pourrait aller chez d'autres ou dans d'autres structures, et on cesserait de considérer, oui, qu'il est la chose de ses parents, du coup. Donc, je pense que ça ne peut passer que par des droits des enfants contre la famille telle qu'elle existe aujourd'hui, des droits à la fuir, à s'en abstraire lorsqu'ils en ressentent le besoin. Alors, est-ce que, si on va un peu plus dans les détails, vous développez aussi et vous démontez un mécanisme, une croyance, j'ai envie de dire, bien établie, notamment que la mère serait maternelle et ce serait le père qui briserait le lien entre la mère et l'enfant,
et vous montrer alors, en quoi, ma question est la suivante, en quoi cette croyance perpétue le patriarcat et cette domination adulte. Et j'ai envie de dire, d'où vient-elle aussi? Enfin, on se doute que c'est de la... Je vous laisse répondre. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, c'est une sorte de... Ouais. Ça décrit, en fait, d'une certaine façon, une situation où, de toute façon, c'est les femmes qui sont préposées au fait de s'occuper des enfants, concrètement, et c'est censé donner à l'homme une place prépondérante. C'est lui qui est là pour permettre la dissociation mère-enfant qui serait fondamentale pour le développement de l'enfant. Mais tout en ne faisant rien, en fait, parce que c'est sa simple présence qui est censée être... je ne sais pas, ici pour moi, c'est une façon de voir les choses qui, bon, d'abord, qui, je pense, est complètement bidon, mais qui avalise le fait que les femmes sont assignées à l'éducation des enfants et à l'élevage des enfants, et que les hommes n'ont pas grand-chose à faire dans l'histoire, mais tout en... c'est censé leur garantir une importance absolument cruciale dans le processus, quoi. D'accord. Autre point important, c'est que vous montrez que les parents sont des surveillants surveillés par l'État, par une hiérarchie. Hein, par exemple, il faut que le parent dise à sa fille « dis merci à la dame » ou « fais ceci » ou « fais cela, comporte-toi comme ça hein. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect-là de surveillant surveillé? C'est-à-dire qu'autrefois, là, comme je le disais, dans la structure patriarcale, familiale patriarcale traditionnelle, l'enfant était grosso modo la propriété du père de famille, du patriarche, et il travaillait pour lui. C'était son esclave au même titre que les autres membres de la famille. Il y avait vraiment ça, hein, il y avait un droit de correction, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, il pouvait pas se marier, il pouvait pas s'émanciper comme il le voulait, etc. Et maintenant, on a plutôt une instrumentalisation sociale des enfants, à travers notamment la notion d'éducation. Il s'agit de les former à reproduire cette société-là, alors que ce soit par les gestes de politesse ou en leur apprenant le langage, etc., ce qui sont des choses qui leur servent. Enfin, pour ce qui est du langage, ça leur sert effectivement, mais aussi à travers tout ce qui est apprentissage des normes sociales, hein, que ce soit, je pense au genre, par exemple, être des petits garçons ou des petites filles, l'obéissance, qui est la première chose qu'on inculque aux enfants, et puis ensuite tout le bagage scolaire, qui est à la fois des connaissances qui serviront ensuite à leur patron quand ils seront employés, et puis le programme occulte de l'école, dont parle Ivan Illich, qui est le dressage du corps, la discipline, etc., qui est le programme qui passe avec tout le reste, quoi, et qui est un programme fondamental pour la reproduction de notre société. Donc voilà, vous pointez là réellement que l'éducation, c'est un enjeu de pouvoir dont les enfants sont les victimes, ils en font les frais, et cette domination, elle n'est pas nouvelle. L'éducation et l'école ont maintenant dans nos sociétés presque 150 ans à peu près, un peu plus. L'institution est bien installée, elle a l'air difficile à déboulonner. C'est pas nouveau aussi au niveau historique, mais nous avons l'impression, quand on a préparé, que cette forme de domination, cette prison, elle est rendue plus douce. Autant il y a 50 ans ou 100 ans, on pouvait cogner sur les gamins et les violenter sans aucune limite. Ils étaient cognés à la maison par le maître. Aujourd'hui, on a l'impression que cette prison, elle est douce ou bienveillante, positive. Oui, ben c'est le cas dans le discours familialiste, mais tout ce discours sirupeux qui entoure l'idée de famille, mais dans la pratique, on est très loin de ça. Alors effectivement, les parents sont punissables s'ils se livrent à des véritables sévices, s'ils endommagent corporellement les enfants, etc., etc., ou s'ils profitent d'eux sexuellement. Mais il y a quand même un éventail de violences qui sont permises, qui est considérable, ce qui est quand même la contradiction, d'une certaine façon, la contradiction principale ou une des contradictions principales du rapport actuel à l'enfance, c'est qu'il est censé être justifié par la protection de l'enfance. Or, les enfants sont la population la plus vulnérabilisée dans notre société, et celle qui se heurte aux plus massives violences qui soient.
et elle est vulnérabilisée justement par les institutions de protection de l'enfance. Et j'entends par là pas spécialement l'ASE, etc. Oui, qui sont aussi des institutions violentes, mais j'entends par là le statut de mineur, la famille, etc. Quoi. Donc, de façon générale, je ne dis pas qu'on ne peut pas sortir de ça. Mais en tout cas, l'organisation globale, sociétale, politique de notre société ne peut que mener à des violences tous azimuts, quoi. Oui, oui, on entend bien parce que vous parlez de l'institution et puis j'espère qu'à un moment vous allez nous donner un peu d'espoir aussi. Mais on parlait de ces violences qui sont sous-jacentes aussi, qui ne sont pas dites. Et Jean-Guillaume tout à l'heure parlait des mots maintenant. Donc tout le monde sait utiliser des mots qui donnent l'impression qu'on va plutôt inciter, qu'on comprend, qu'on entend. Et finalement, on préfère peut-être une incitation à la contrainte plutôt qu'un dressage dans la souffrance. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas la même chose? La finalisation est la même. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez démontrer? Tant qu'on reste dans ce rapport éducatif, où il y en a un qui a un projet sur l'autre, toutes les manigances vont être utilisées pour arriver à amener l'enfant à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Alors, anciennement, c'était la violence pure et dure, la pédagogie noire, etc. On sait maintenant qu'il y a des méthodes douces pour amener d'une façon beaucoup plus efficace et indolore aussi, et ma foi, tant mieux pour les enfants actuels, mais enfin, quand ils ont la chance de bénéficier de ça, mais qui sont toujours des méthodes pour les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Indolore ou non, alors, donc? Qu'est-ce que vous dites? Indolore ou non, puisque vous dites oui, indolore, mais comme vous les considérez quand même comme des violences. Ce sont quand même des violences. Oui. Donc, indolore, c'est peut-être pas tout à fait indolore. Oui, c'est-à-dire que priver quelqu'un du pouvoir sur sa vie, c'est jamais réellement indolore. On peut essayer d'endormir la conscience de celui qui a servi d'être asservi, mais tout le monde aimerait pouvoir vivre sa vie, développer des expériences, nouer des liens réels, etc. Être considéré, être accompagné véritablement, etc. Est-ce que finalement, on n'entretient pas une confusion entre éducation et apprentissage ou instruction et éducation, avec l'idée qu'on n'apprend qu'à l'école, par exemple? Oui, mais complètement. Moi, en tout cas, je fais la distinction justement entre éducation, c'est un rapport contraint qui vient de l'extérieur, qui peut être accepté ou pas par l'enfant, mais il est contraint, et l'enfant, on sait très bien qu'il est contraint, et l'apprentissage, qui peut très bien être, ou l'instruction, qui peut très bien être quelque chose qui vient de la personne elle-même, enfant ou pas d'ailleurs, qui veut acquérir des savoirs, des savoir-être, etc. quoi. Il y a John Holt, je trouve, qui a bien développé ces questions-là dans des bouquins qui ont été publiés récemment par l'instant présent. Apprendre autrement ou au-delà de l'éducation. Enfin, le titre initial, c'était au-delà de l'éducation, des trucs comme ça. Oui, par exemple, qu'est-ce que vous diriez à des parents, puisqu'on parle quand même de noyau de famille nucléaire, avec un enfant de 3 ans qui pleure, qui refuse d'aller à l'école, et puis on entend les instits qui disent c'est pour ton bien, il faut couper le lien, le cordon ombilical. Qu'est-ce que vous leur diriez là à ces parents dans cette grille de lecture que vous nous donnez? C'est difficile parce que idéalement, s'ils pouvaient s'abstraire des structures sociales dans lesquelles ils sont pris et ne pas envoyer les enfants à l'école, mais il faudrait aussi veiller à ce que l'enfant ne soit pas enfermé non plus irrémédiablement dans la structure familiale, qui peut être totalement destructrice. C'est pour ça que vraiment, moi, j'ai à cœur de parler des structures sociales globales. C'est qu'on est pris dans des pièges dont il est très difficile de sortir. Alors, je sais, il y a plein de parents qui arrivent à sortir de façon pas trop mal de ces pièges-là, avec l'instruction à la maison ou avec les écoles démocratiques ou des trucs comme ça, et des enfants qui ont quand même pas mal de chance par rapport aux autres à ce niveau-là. Mais de façon globale,
les pressions qui s'exercent sur les adultes qui ont des enfants à charge, comme on dit, sont telles que les degrés de liberté sont assez faibles. Et c'est pour ça que, enfin, moi, vraiment, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut qu'on se batte à un niveau idéologique et puis à un niveau, une lutte politique pour la libération de l'enfance, pour changer les structures, pour en finir avec l'appropriation parentale, pour en finir avec l'imposition éducative, la contrainte éducative, la coercition éducative, et pour en finir avec le statut de mineur. Alors, cette mue collective paraît effectivement un peu inéluctable, un peu comme l'esclavagisme s'est arrêté, comme la domination sur les femmes s'est arrêtée. Enfin, c'est arrêté, je vais vite, hein. Je pense qu'elle est loin d'être arrêtée, même l'esclavagisme. Mais si on revient par exemple à l'exemple que vous avez donné de cette petite fille, de ces petites filles qui en Asie travaillaient à un âge où nos enfants en Europe ne savent pas lasser leurs souliers, leurs chaussures, pour beaucoup ça va être choquant. L'idée que les enfants doivent travailler, on pense qu'il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent quelque chose justement. Là, il y a encore un saut qui paraît difficile à faire parce que peut-être pour ces petites filles, elles auraient envie d'aller jouer à autre chose que faire une activité rémunératrice. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là? Oui, quand je prenais l'exemple des petites filles, ce n'était pas pour dire justement que leurs conditions étaient nécessairement enviables. C'est simplement pour dire qu'on produit des enfances complètement différentes de ce qui se produisait avant et qui n'ont pas les mêmes capacités, etc. Mais sur cette question du travail des enfants, moi j'ai découvert, enfin en bossant sur les mouvements de mineurs, les enfants qui sont organisés pour lutter contre leurs conditions, j'ai découvert qu'il existait dans des dizaines de pays dans le monde des organisations d'enfants et jeunes travailleurs, des mineurs, qui se battent pour le droit au travail et contre l'exploitation de leur travail, et qui se battent contre la Convention internationale des droits de l'enfant, qui interdit leur travail et qui du coup les plonge dans un surcroît d'exploitation, c'est-à-dire dans la clandestinité, le fait de devoir travailler dans des conditions qui sont encore pires au niveau conditions de travail, avec des salaires qui sont encore moindres, des revenus qui sont encore moindres, soumis à des violences qui sont du coup contre lesquelles ils ne peuvent pas lutter puisqu'ils sont en situation illégale, avec un harcèlement policier et tout ce qu'on veut. Et en fait, qui s'organisent entre eux, et en général, ils s'organisent de façon non mixte, c'est-à-dire les instances décisionnelles de ces structures de lutte sont purement des mineurs, des enfants et jeunes travailleurs qui en font partie. Non mixte entre mineurs majeurs. Oui, c'est ça. À l'intérieur, il peut y avoir des garçons, des filles. Oui, c'est ça. Oui. C'est non mixte d'âge. Ouais. Et puis, bon, dans les faits, c'est généralement des ados plutôt que des tout jeunes qui ont le pouvoir dans ces organisations-là. C'est à partir de 12 ans. En Amérique latine, il y avait une organisation, à un moment donné, la porte-parole avait 13 ans, c'était une fille. Mais j'en parle d'autant plus que c'était pas non plus l'exemple le plus courant, quoi. Et donc, ces mineurs-là se battent, et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, même si, par exemple, leurs parents, pour ceux qui en ont, parce qu'il y a beaucoup d'enfants des rues aussi, mais même si les parents étaient plus riches et pouvaient se permettre que leurs enfants ne travaillent pas, maintenant qu'ils ont goûté au travail, à la liberté que ça leur procure, l'autonomie que ça leur procure, la reconnaissance sociale que ça leur procure, et la richesse de vie, la richesse sociale, d'expérimentation de leur vie, etc., que ça leur procure, ils continueraient de se battre pour la liberté, pour avoir la liberté de travailler. Beaucoup de ces organisations demandent en fait l'instauration d'un revenu minimum universel qui soit versé indépendamment de l'âge, sans discrimination d'âge, de façon à ce qu'ils aient un réel pouvoir de choix, qui ne soit pas acculé matériellement, financièrement à travailler, mais qu'ils puissent le décider volontairement. Et ils réclament bien évidemment des conditions de travail qui soient encadrées juridiquement, au lieu d'être plongés dans la clandestinité, et qui soient des bonnes conditions de travail, avec une médecine du travail, avec suffisamment d'heures de liberté, à la fois pour se former par ailleurs. Souvent, ils évitent soigneusement de parler d'école, hein. Ils ont autre chose en tête. Ils parlent de formation, d'apprentissage, d'instruction. Oui, c'est ça. D'acquérir des compétences. C'est ça, oui. Et aussi qu'ils aient suffisamment de temps pour leurs loisirs. Ça fait partie de leurs revendications. Et ils demandent aussi d'être reconnus comme des protagonistes sociaux et politiques, au même titre que les adultes.
Ça, tout particulièrement dans les pays d'Amérique latine, où ils sont vraiment très politisés, quoi. D'accord, oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, parce qu'en France, il y a peut-être un peu moins d'organisation. Bon, on est, on pourrait dire plus privilégié au niveau économique que la plupart des pays d'Amérique latine. Bon, c'est toujours difficile de trouver les mots pour dire ça correctement, mais bon, au niveau mondial, par exemple, l'année dernière, on a beaucoup entendu parler des jeunes qui se sont levés pour défendre la lutte contre le réchauffement climatique, et en particulier de Greta Thunberg, qui est mineure au regard des lois européennes et même mondiales. Donc vous, comment vous analysez ça? Comment vous voyez ça? Ça vous a fait chaud au cœur? Comment c'était pour vous, ça? Et même parce que ce n'est pas une lutte comme celle que vous venez de décrire, qui est une lutte quotidienne, celle des enfants, des mineurs en Amérique latine, mais c'est quand même autre chose. Quel regard avez-vous là-dessus? Je trouve assez phénoménal que des jeunes comme ça, et c'est beaucoup des jeunes filles, hein, se dressent comme ça contre l'inertie des adultes qui sont censés les représenter et agir pour leur bien. Et elles ont vraiment du courage de persévérer là-dedans, vu ce qu'elles se prennent dans la gueule en tant que mineures et en tant que filles. Ça n'arrête pas. Et Greta Thunberg, notamment, quand on voit la violence, en France notamment, qui s'est exercée à son encontre, enfin, une violence verbale, bien sûr, mais à quel point des propos absolument ignobles ont été tenus par une partie de l'intelligentsia française, de la classe politique française. C'est... Comment est-ce que vous expliquez que justement, on est là une lutte de jeunes? Dans votre livre, j'ai découvert qu'il y avait eu d'autres révoltes, j'ai envie de dire, de jeunes par rapport à l'institution scolaire. Comment ça se fait? Parce que Greta Thunberg, elle appelle encore à aller à l'école, hein. Elle n'invite pas complètement à se libérer. Oui, elle voudrait qu'on revienne à la normale et qu'elle puisse retourner à l'école. En tout cas, c'est son discours. Et justement, comment est-ce que vous comprenez que ces jeunes se sont aussi rarement révoltés contre l'institution scolaire? Comme si des esclaves ne revendiquaient pas leur liberté, mais simplement l'amélioration des conditions dans lesquelles ils sont esclaves. Est-ce qu'il y a un... C'est trop difficile pour les jeunes aujourd'hui d'arriver à voir qu'ils sont les esclaves d'un système? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a une difficulté à s'organiser collectivement, mais il y a énormément de jeunes en permanence qui se révoltent contre le système scolaire et même contre la famille, hein. Il y a énormément de jeunes qui fuguent, qui décrochent, comme on dit, mais aussi qui vont détruire leur lieu d'éducation, hein. Le nombre d'écoles, de collèges et de lycées qui sont incendiés ou qui sont vandalisés, c'est extrêmement important. Bon, dans les années 70, c'était, je pense, encore plus massif, hein, mais il y avait, je crois, un collège ou un lycée incendié par semaine en France. Pendant que vous parlez, continuez à parler, je vais montrer la dernière couverture de votre livre, parce que je crois que c'est quand même assez intéressant ce que vous avez mis en couverture. J'enlève le bandeau en dessous. Ouais, peut-être que vous pouvez même nous parler de cette image-là qui est quand même, vous parliez de fugue, qui est quand même fantastique. Ouais. Ben ça, c'est un exemple d'une des luttes, mais il y en a eu pas mal, je pense. Là, une lutte qui a eu lieu, qui a défrayé la chronique pendant 6 mois, 1 an en France, c'était Mineurs en lutte, c'était 60-70 jeunes qui avaient fugué des familles et des foyers et qui se battaient contre le statut de mineur, pour le droit à la liberté de circulation, etc., etc. Et qui faisaient la une des journaux à l'époque, qui occupaient la fac de Vincennes, et qui ont fait des journaux, s'appelait Le Péril Jeune, ça doit être le numéro 2. Il y a marqué sécher c'est bien, fuguer c'est mieux, et ils disent, je sais pas, il y a 160 000 fugues par an, temps par jour, temps par heure, faisons de la fugue une arme efficace. La fugue, c'est une résistance collective qui s'ignore. Et je crois que justement tout est un peu dit là, c'est qu'en fait en général les jeunes s'insoumettent, se résistent tout seuls ou en petits groupes, mais sans arriver véritablement à se fédérer en groupes suffisamment puissants. Et c'est souvent des événements isolés dans l'histoire de nos sociétés que des jeunes arrivent suffisamment à s'organiser pour vraiment commencer à faire parler d'eux, à exercer un rapport de force, etc. Mais par exemple, et surtout, on oublie ensuite ces luttes-là, c'est-à-dire qu'on n'en entend jamais parler. Au XIXe siècle,
c'est une historienne est tombée dessus par hasard, elle travaillait sur la notion d'adolescence, comment on en est venu à parler d'adolescence au 19e siècle, et elle tombe sur une coupure de journaux qui parle de l'occupation et de la dévastation d'une école au 19e siècle. Et en fait, au fil de ses recherches, elle est tombée sur, elle a recensé plus de 800 événements de lycéens du 19e siècle qui ont occupé les écoles, fait des revendications, dévasté, détruit les écoles. Des fois, l'armée, les gardes mobiles ont dû intervenir, etc. Et il y a eu un congrès des droits de la jeunesse à Paris en 1882. Il y a eu un bulletin des droits de la jeunesse qui a eu près d'une quarantaine de parutions. Et ce sont des choses, c'est par hasard qu'elle s'en est aperçue. Et moi, c'est par hasard que je suis tombée sur l'information. Et c'est pareil, il y a une grande grève scolaire en 1911 aux États-Unis. L'historien qui a exhumé ça bossait sur toute autre chose et il est tombé sur des coupures de journaux. Il s'est aperçu que ça avait été une déflagration dans tout le Royaume-Uni à l'époque. Plus de 60 villes en grève, des revendications extrêmement diverses, mais pour certaines extrêmement fortes, etc. Et de façon générale, on n'a pas d'histoire de ces mouvements-là. Donc, on peut avoir l'impression qu'ils sont rares. Je pense que globalement, ils sont rares au vu de l'oppression que subissent les enfants, mais c'est aussi parce que c'est un peu comme les enfants ils sont pris dans les familles, ils sont isolés, atomisés, chacun dans sa famille, et dans un réseau de relations de pouvoir extrêmement prégnantes, qui leur laisse pas beaucoup de possibilités. Avec quand même, on pourrait imaginer au sein des écoles, le fait qu'ils sont regroupés dans des lieux de concentration où ils peuvent être vraiment nombreux. On pourrait imaginer que ça puisse être des bonnes conditions pour s'organiser. Mais dans la pratique, quand ils gagnent suffisamment en puissance pour s'organiser, ils désertent ces lieux-là. En Italie, dans les années, ce qu'on a appelé ensuite les années de plomb, c'est-à-dire les années un peu révolutionnaires, entre les années 1960 1977, il y avait un taux d'absentéisme dans les écoles de plus de 30%. C'est-à-dire qu'en permanence, il y avait 30% des enfants qui venaient pas. Mais c'est parce que la période était suffisamment agitée. C'était la même chose dans les usines Fiat, enfin un peu dans tous les domaines. Mais au lieu de s'organiser sur place pour lutter, ils désertaient ces lieux-là, en fait. Je pense qu'ils considéraient qu'ils pouvaient rien en faire de positif, quoi. Est-ce qu'à la décharge des enfants aujourd'hui, ce qu'ils subissent avec le travail scolaire qui s'apparente à un véritable travail militaire n'explique pas leur situation? Est-ce que vous pouvez développer cette idée de, vous voyez, ce travail scolaire, hein, on y va à partir de 3 ans, même si on est en crèche, ça commence avant. Il n'y a pas encore de travail, mais de 3 ans jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans, voire plus, il y a une obligation scolaire qui est démesurée. Oui. On considère pas ça comme du travail, mais c'est du travail contraint, c'est du travail forcé, et c'est du travail, ils travaillent bien plus que ne le font la plupart des travailleurs dans nos pays. Entre les heures d'école et le travail à la maison, c'est assez délirant, quoi. Et ils travaillent dans des conditions qu'ils n'ont pas demandé, qui leur sont imposées, et qui sont des conditions en plus qui sont vraiment pas bonnes pour eux, ni psychologiquement, ni corporellement. Par exemple, on pense que l'immense majorité des scolioses dans notre pays viennent des heures de travail assis en classe. En plus, dans une posture de soumission. Oui, enfin, en tout cas, il faut qu'il lève la main pour aller pisser, quoi. Enfin, c'est un dressage des corps qui est phénoménal et un dressage à la soumission qui dure les premières années de sa vie, quand justement on déborde d'énergie pour connaître le monde, mais quand aussi on n'a pas les moyens de se défendre contre la violence, contre l'imposition, la coercition. Oui, c'est ça. Est-ce que, même par rapport à ce que vous disiez avant, est-ce que c'est plus facile, bon, et vous dites que c'est quand même très difficile, de se fédérer quand ce sont de jeunes travailleurs, même illégaux ou mineurs, que quand ce sont des enfants dans une institution qui leur dit qu'elle leur fait du bien? Oui. Mais je pense que les mineurs qui travaillent ont aussi l'exemple de leurs aînés qui forment des syndicats, qui forment des mutuelles, qui forment des coopératives, etc. Et donc, ils ont cet exemple-là sous les yeux et ils reproduisent ces schémas-là, des structures de lutte. Et de fait, hein, il y a des mutualités, par exemple, où ils mettent en commun des sous pour le cas où il y en a qui tombent malades ou pour d'autres histoires. Oui. Il y a des coopératives qui sont créées de mineurs
etc. quoi, ou des soirées de formation, enfin je trouve pas des cours de formation, d'auto-formation, autogérés, etc., qui sont mis en place par des mineurs. D'accord. Et quand vous parliez tout à l'heure, vous parliez aussi de ces révoltes adolescentes du 19e siècle et même du 20e siècle en Italie. Comment expliquez-vous le fait que, ben voilà, vous avez des copains historiens qui tombent dessus par hasard? C'est étouffé. C'est étouffé. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Ça dit que notre société n'a pas envie d'en entendre parler, elle n'a pas envie de se poser de ce problème-là. On voit ça vraiment avec cet exemple que je donnais de mineurs en lutte en France en 78-79. Les occupations, ils ont occupé l'université de Vincennes, etc. Ça faisait la une des journaux. C'était pas possible quand on était français à l'époque, et particulièrement français de gauche dans les milieux militants, d'ignorer l'existence de cette lutte. Elle faisait la une de Paris Match, elle faisait la une de France Soir, du Parisien, etc. Et puis, l'ensemble de la gauche soutenait cette lutte. Il faut imaginer que des revendications, grosso modo, d'abolition du statut de mineur étaient soutenues par les jeunesses socialistes du PS, par la section animateur de la CFDT, et puis par tous les groupes gauchistes de l'époque. Ils étaient relayés dans un journal qui était vendu en kiosque, qui s'appelait Antirouille. Enfin, ils avaient une importance à ce niveau-là qui était considérable. Il y avait des comités de libération de l'enfance qui se créaient dans des villes comme Marseille ou Lille, etc. On en parlait. Et ben, quand on interroge les gens aujourd'hui qui ont vécu cette période, non pas en tant qu'enfants actifs dans ces mouvements, mais en tant qu'adultes qui étaient déjà pris dans d'autres trucs militants, mais qui ont pu soutenir à l'époque, ils ne se rappellent plus. Il y a une amnésie collective. Il y a une amnésie collective qui s'est mise en place et qui touche y compris des gens qui étaient des révolutionnaires qui soutenaient cette lutte-là dans les années 70. Et alors, voilà, je voulais peut-être appuyer vos propos, peut-être même vous faire plaisir. Là, il y a quelqu'un qui vient de mettre, malheureusement, ça n'apparaît pas en entier sur l'écran, mais c'est un extrait du journal publié par le collectif Mineurs en lutte. Qui sécher, bon, comme vous voyez, sécher c'est bien, fuguer c'est mieux, famille, école, foyer, faire de la lutte, de la fugue une arme efficace, 160 000 fugues par an, bon, les chiffres que vous donniez tout à l'heure, c'est un acte collectif qui s'ignore, c'est un refus massif des structures de la cellule familiale, la fugue est en fait un acte politique et c'est comme tel que les fugueurs et fugueuses de la lutte des mineurs le revendiquent. Voilà, pour appuyer vous dire, et puis ça vous donne une idée des gens qui vous regardent aussi, et qui appuient vos termes. C'est chouette. Ben, il y a des personnes dont je reconnais les noms et prénoms, d'autres pas, mais c'est chouette. J'ai pas trouvé comment écrire et tout ça, mais bon. Voilà, oui, et puis vous aurez l'occasion de revenir après, quand on aura terminé, après, de revenir et de répondre éventuellement, parce que les commentaires sont extrêmement riches. Avec beaucoup de références. Il y a une thématique qui pose beaucoup de questions et qui est un peu paradoxale, puisque vous avez bien cité des chiffres de la violence sexuelle dans les familles. Or, souvent, on dit on ne peut pas laisser les enfants libres puisqu'ils sont vulnérables à la pédocriminalité. Et alors là, comment vous avez étudié la question? Comment vous abordez cette question délicate? La question de la pédocriminalité? Oui, qui est fait que... ou de l'âge de la majorité pour la sexualité, etc. Enfin, voilà, tout ce qui crée à cette question-là. Mais quand on voit le nombre de jeunes qui sont violentés, abusés, violés, et la façon dont ils sont profondément détruits, dont ils vont en souffrir, des fois mettre leur vie entière à tenter de se réparer, etc., il y a vraiment à considérer que tant qu'il y a cette domination adulte qui s'exerce à l'encontre des enfants, les enfants pourront jamais développer leur propre sexualité librement et ils sont extrêmement vulnérables à ce niveau-là. Je pense que la question de la sexualité des enfants se posera autrement si un jour on arrive à une société qui soit plus une société de domination. Mais à l'heure actuelle, c'est une sorte de... La sexualité joue comme une sorte de rouleau compresseur contre l'enfance. Il y a une anthropologue qui a travaillé sur l'inceste et qui a intitulé son livre « L'inceste, le berceau des dominations ».
et où elle dit qu'en fait, les abus sexuels à l'encontre des enfants sont extrêmement fréquents et que du coup, ils ont une importance dans notre société qui est évidemment méconnue, puisque ça n'est jamais dit, mais à travers le silence, l'omerta qui règne dans énormément de familles et qui touche en fait les gens de proche en proche, etc. Et elle voit dans l'inceste, d'une certaine façon, une violence structurante de nos sociétés. Oui, donc ça cache un peu toute la réalité de ce qui se passe, cette façon d'aborder le sujet. Et ça pose aussi une autre question, c'est celle de la maturité adulte. Vous avez, quand vous parlez de minorité, majorité, tout d'un coup, à 16 ans ou à 18 ans, dans nos sociétés, avant c'était à 21 ans, on deviendrait adulte et on serait comme ça investi d'un savoir, d'une maturité physique, intellectuelle, affective, qu'on n'aurait pas eu avant. On serait capable de faire des choix éclairés pour le vote. On voyait la même chose pour les femmes. Hein. Les femmes ne pouvaient pas voter parce qu'elles n'étaient pas assez matures pour choisir le bon candidat. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de la maturité adulte? D'où ça vient? Comment ça se construit? Comment ça s'entretient? Et je pense qu'on pourrait replacer ce mythe-là dans le mythe de l'humanité en tant que l'humain, être rationnel, qui est un mythe spéciste, par exemple, mais qui est aussi un mythe raciste, c'est l'humain blanc qui est plus rationnel et plus mûr, ou un mythe sexiste, etc. Enfin, il y aurait beaucoup à développer. Là, je pense pas qu'il y aura le temps véritablement de développer ça, mais au niveau politique, c'est un point absolument essentiel, cette histoire de... Ça s'appelle maturité quand on parle des rapports adulte-enfant, mais ça s'appelle rationalité quand on parle des rapports humains-animaux ou des rapports de race ou de sexe. Vous pouvez nous en dire un peu quand même? Oui, ben, je crois qu'il y a un double mouvement. D'abord, on considère d'emblée que les enfants sont privés de discernement, qui sont irresponsables, qui sont absolument incapables d'envisager et de tenir compte des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et pour les autres. Et par ailleurs, ce que je disais, c'est qu'en les maintenant asservis, on les empêche de toute façon de développer aussi des capacités réelles de compréhension du monde, de leur propre puissance d'action et de réflexion. Il y a le double mouvement. Et dans la pratique, on voit bien que des enfants qu'on considère correctement, qu'on fait participer à des discussions politiques, par exemple, vont s'intéresser à la politique et vont très vite avoir un avis sur les questions politiques qui sera tout aussi informé que les adultes. Et c'est ça dans tous les domaines, en fait. Si les enfants aient le droit de passer le permis de conduire à 6 ans, eh ben, il y en a un certain nombre qui le passeraient à 6 ans et qui seraient tout aussi aptes à conduire que des adultes, etc. Et c'est véritablement dans tous les domaines. On ne laisse pas les enfants développer des capacités qu'ils pourraient relativement rapidement développer et on les laisse pas non plus... enfin, ils savent d'emblée qu'ils vont pas pouvoir les exercer, ces capacités, donc ils cherchent pas non plus à les développer. Je vais prendre un exemple peut-être pour illustrer. Dans le milieu agricole, moi j'ai toujours vu les enfants qui étaient capables de conduire très tôt des tracteurs. Alors, ils savent faire, ils y arrivent. Je cite quelques exemples aussi dans mon livre. Il y avait, dans les années 90, il y avait une résistance armée au pouvoir birman, à la junte militaire birmane, notamment d'une minorité ethnique qui s'appelle les Karen. Et il y avait un gros groupe armé qui était sous le commandement de 2 frères qui avaient, je crois, 9 et 11 ans à l'époque. Et qui s'est battu. Ils avaient les Karen pensaient que ces 2 frères-là étaient invulnérables, etc. Et ils étaient des chefs d'armée de guérilla, quoi. Bon, ils ont fini par être vaincus par la junte. Maintenant, aux dernières nouvelles, ils étaient dans un camp de réfugiés, je ne sais pas où, en Inde ou en Thaïlande, ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une situation encore au début du XXIe siècle où des jeunes, dans une autre civilisation, étaient considérés comme ayant les capacités nécessaires et suffisantes pour être des chefs d'armée, alors qu'ils n'avaient pas 10 ans ou qu'ils n'étaient même pas adolescents, quoi.
Oui, et bien entendu, on ne parle pas d'enfants soldats qui sont inféodés à des pouvoirs, hein. Oui, On là, parle c'était des vraiment chefs de d'État. maturité et de prise de conscience politique. Ouais. Alors, j'ai pas réussi à trouver comment ils sont arrivés à cette. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui leur a permis d'arriver à ces postes de pouvoir de faire partie d'une famille qui était, je sais pas. Dans votre livre, vous citez l'exemple de, je crois que c'est Louis XIV ou Louis XIII, je ne sais plus lequel, qui est préparé à sa fonction royale très tôt. Oui, ça doit être Louis XIII. Oui, oui. Donc finalement, on peut dresser l'enfant aux fonctions qui intéressent son entourage. Oui, oui, complètement, oui. Si on revient à cette idée de maturité et d'abolition de cette discrimination, de cette domination, à vous écouter, visiblement, il y a besoin d'une lutte, d'une révolte, que les opprimés prennent le pouvoir, un peu comme les esclaves l'ont fait à différentes époques. Mais il y a aussi peut-être besoin que les oppresseurs prennent conscience qu'ils oppressent. Donc c'est un double mouvement. Comment vous voyez l'articulation de ce double mouvement? Ben, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas articulation au sens où il n'y a pas de mouvement organisé dans nos pays, hein, je parle, parce qu'il y a les enfants et jeunes travailleurs un peu partout dans le monde, mais dans nos pays, il n'y a pas de mouvement organisé des jeunes contre leurs conditions aujourd'hui. Par contre, il y a de plus en plus d'adultes qui sont dans un rapport critique à la domination adulte, qui soient conscientisés sous cette forme-là, pensée en termes de domination adulte et d'oppression des mineurs, ou qui soient pas formulés en ces termes. Et ces adultes-là, je pense, ont déjà un gros boulot à faire en termes de non-oppression, mais ont surtout un gros boulot à faire de donner les outils théoriques et pratiques aux jeunes pour s'organiser entre eux, pour penser leurs conditions. Dans les années 70, les jeunes avaient sous les yeux toutes les luttes des femmes, les luttes de classe, les luttes des immigrés, les luttes des personnes handicapées, etc. Ils baignaient dans un milieu politique qui était un milieu de lutte. Et donc, ils avaient les outils pour penser leurs propres conditions comme une condition d'oppression et structurelle, médiée par des institutions, que ce soit l'école ou la famille, etc. Aujourd'hui, on raisonne toujours en termes de rapports interindividuels. On a énormément de mal à poser les problèmes en termes structurels, sociétaux, etc. Et du coup, les jeunes n'ont plus les outils non plus pour s'organiser et résister collectivement sous une forme politique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez alors, quelle serait, d'après vous, la stratégie d'abolition? Vous parliez du grand changement systémique dont vous rêvez. Comment peut-on s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? De quel côté l'aborder? Je pense qu'il faut faire connaître auprès des gens en général, des mineurs en particulier, mais les gens en général, ces notions, ces analyses en termes de domination adulte et d'oppression des mineurs, en termes d'institutions oppressives. Ça, c'est une première chose, c'est d'abord donner les mots qui permettent d'analyser les situations et d'envisager résister. Et puis, de notre part, à nous autres majeurs qui bénéficions de droits très importants, au moins en comparaison avec les mineurs, c'est se solidariser avec les mineurs qui tentent de soustraire à la violence, à l'oppression de l'ordre adulte, se solidariser avec les mineurs qui essayent de résister, etc., soit concrètement en les aidant, soit simplement en leur disant ce qu'on pense de la situation et de ce qu'ils font, etc., et si possible, s'en solidariser publiquement. J'ai quelques exemples que je trouve vraiment parlants de solidarisation publique. Il y a 5 ans, je crois de ça, peut-être un peu plus, il y avait 2 mineurs, des filles, qui avaient fugué de leur famille pour se rendre à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD d'occupation contre l'aéroport. Et la police avait essayé de les récupérer, les pères ont été sur place pour essayer de les récupérer, et les gens de la ZAD ont refusé de les livrer, et ont fait un communiqué de presse qui a été repris dans les médias pour expliquer pourquoi ils refusaient ça.
Et le communiqué de presse, c'était pas non plus un pamphlet contre l'ordre adulte, mais enfin, il y avait des éléments de critique de cette mainmise qui est faite sur les vies des mineurs qui étaient présents. Et ce communiqué de presse, il a eu pas mal d'échos. En fait, il a beaucoup été discuté sur Internet, et notamment par des mineurs. Et il a permis à des choses de se dire, etc., etc., quoi. Un autre exemple, moi j'ai connu un jeune qui avait 13 ans, qui vivait avec sa mère, qui était séparée d'avec le père qui était lui violent, et qui voulait plus aller à l'école. Et elle, unilatéralement, du coup, l'a déscolarisé. Et le père était furax et s'est lié avec l'éducation nationale pour récupérer la mainmise sur lui. Et il y a eu plusieurs événements intéressants autour de ça, mais d'une part, quand il y a eu le procès pour démettre la mère de sa charge parentale, il y a eu un appel à participer collectivement, à venir assister au procès, qui a été diffusé aux mineurs, notamment du collège de ce mineur-là, par lui-même et par d'autres mineurs, qui était un appel super drôle, vanter, si les adultes veulent pas vous laisser venir au procès, vanter les vertus pédagogiques d'assister à un procès. Enfin, il se moquait du tout pédagogique des adultes. Et puis, il a été soutenu par sa classe qui s'est mise en grève pour soutenir sa non-scolarisation, le fait qu'il soit pas repris de force. Lui disait que de toute façon, il fuguerait, qu'il ne reviendrait pas. Et l'éducation nationale a fini par céder de peur que le mouvement gagne l'ensemble du collège, le mouvement de grève, et puis que ça fasse sa tache d'huile, etc. Moi, j'espérais qu'ils allaient s'entêter bêtement et que ça allait faire une déflagration, mais non. Mais à chaque fois, il y a eu un soutien public, là, majoritairement de la part d'autres mineurs, avec distribution de tracts, etc. C'était il n'y a pas très longtemps, ça non plus, c'était il y a 5-6 ans. Enfin. Oui, et puis comme vous disiez, là, cette fois, c'était vraiment une organisation des mineurs. Oui. Ils ont du mal, bon, c'était peut-être local, mais voilà, il y a moyen de s'organiser. Ouais. Ça arrive aussi, oui. Et du côté des parents, est-ce qu'il y aurait vous venez de nous citer des exemples, là, des premiers pas. Est-ce que les parents, vous en avez parlé un petit peu, peuvent changer leur pratique, leur relation à leurs parents, et même peut-être leur relation à eux-mêmes, de voir la liberté de ces enfants-là, c'est peut-être pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça, mais il y a un vrai mouvement qui se développe avec la parentalité positive, avec la non-scolarisation, etc., qui est vraiment intéressant, et vraiment plein de gens qui discutent ensemble sur les réseaux sociaux, à travers les associations, et qui s'entraident aussi, etc. Donc, d'une certaine façon, je dirais que moi, je suis très positif par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, je trouve que les initiatives qui existent devraient justement avoir une parole publique qui soit pas que centrée sur elle-même, des droits à la non-scolarisation, etc. pour les parents, mais qu'il y ait aussi une parole critique qui s'exerce. Je sais pas, les écoles démocratiques, par exemple, devraient avoir une parole publique critique à travers des communiqués de presse, par exemple, contre le système scolaire, contre le tout éducatif, contre la mainmise sur les enfants. Et de la même façon, les associations qui se battent pour la liberté d'instruction, et plus particulièrement des associations comme Les Enfants d'abord, qui sont pas mal centrées sur la liberté d'instruction pour l'enfant lui-même et pas pour les parents, devraient le manifester de façon publique, essayer de faire en sorte que ça passe, qu'il y ait des communiqués de presse qui passent dans les journaux, qu'il y ait des tribunes écrites sur ces thèmes-là, etc., pour que l'information passe au niveau de la population générale et en termes de critique politique de la situation, de la condition qui est faite aux mineurs. À vous écouter, il manque un échelon intermédiaire. Moi, j'ai des enfants et je me rends compte qu'ils n'ont pas accès à l'âge où ils sont à cette information-là. Ils sentent très clairement qu'ils sont des opprimés, puisqu'ils le vivent dans leur trip au quotidien, dans tout ce qu'on leur fait subir, mais il manque l'échelon, la connaissance qui pourrait les aider. Déjà, ça n'existe pas. Il n'y a pas le discours adressé à des gens qui ont, je ne sais pas, un enfant de 10 ans peut comprendre qu'il est oppressé, mais peut-être qu'il ne peut pas comprendre encore votre livre, parce que c'est écrit, il y a un niveau de compréhension qui est peut-être plus élevé qu'un enfant de 10 ans. Donc peut-être que c'est là aussi où les parents, ou nous adultes, on peut jouer un rôle, en les informant de leur oppression. Oui, tout à fait. Vous avez conscience de choses qui sont allées dans ce sens-là?
Il y a notamment dans les mineurs en lutte, ça a débuté quand deux jeunes filles qui étaient en foyer de jeunes filles avaient fait une colonie de vacances en Corse pendant l'été avec des animateurs libertaires. Et ces animateurs libertaires, ils ont eu à cœur que la colonie de vacances soit organisée de façon horizontale, tout le monde prenait part aux décisions, la voix de tout le monde comptait, etc. Et elles ont découvert ce que c'était qu'être en liberté à ce niveau-là. Et quand elles sont revenues en foyer, elles ont plus supporté, elles ont fugué. Enfin bon, et ensuite c'est toute une histoire, mais c'est toute une lutte qui a commencé à partir de là. Et là, c'est bien des adultes qui ont eu un rôle émancipateur en fait par rapport à ces mineurs-là qui n'avaient jamais connu des situations où elles étaient respectées et prises en compte et qui ont découvert que c'était possible. Je pense qu'à l'heure actuelle, au sein des gens qui font les BAFA, qui s'occupent des colonies de vacances, etc., il y a un fort mouvement, enfin il y a plusieurs mouvements plutôt libertaires et qui mettent la question de la domination adulte à leur agenda et qui veulent effectivement sensibiliser d'une part, fonctionner de façon non oppressive autant que possible, évidemment. Ils sont dans des structures avec des délégations de responsabilité qui sont pas vraiment adaptées enfin, qui sont en soi oppressives à ce niveau-là, mais et qui essayent de développer au maximum des marges de manœuvre et des outils, justement, des outils conceptuels pour penser la condition de l'enfance, quoi. Alors, sur le forum de l'enfance libre, on a reçu 2 personnes qui peuvent témoigner de ça. Il y a eu Charlotte Darteil qui a aussi fait des centres de vacances sur ce modèle-là. Et puis, on a Bernard Collot qui, dans son blog, témoigne de ses expériences, ou dans ses livres, je ne sais plus si c'est dans son blog ou ses livres, ou les deux, de ses expériences aussi de colonies ou de centres de vacances avec énormément de liberté. Parce que je ne peux pas dire qu'ils sont complètement libres, je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours décidé d'y aller, mais quelque chose où il y a une grande liberté. Voilà. Il y a aussi un commentaire qui est fait. Tu veux peut-être l'expliquer, Anne? Non, vas-y, vas-y. Alors, c'est une association qu'on a reçue, Libres Apprenants du Monde, l'âme, qui justement propose de développer ça. Et puis, j'ai vu qu'il y a un autre commentaire d'une Lucie qui dit je vais faire des albums pour les enfants en leur donnant les clés pour se rebeller. Voilà. D'accord. Alors, si j'arrive à le trouver, ouais, je le passe. Et sinon, voilà, vous avez la possibilité de voir tous les commentaires après. Hein. Oui, je regarderai. Oui, je crois. Voilà, ça y est, je crois que je l'ai. Peut-être qu'on pourrait terminer en rêvant un peu. Qu'est-ce que ça serait un monde sans domination? Et je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi, par exemple, quand on prend des mouvements anarchistes, ont essayé de penser à un mouvement sans domination avec une organisation plus horizontale. Vous, comment vous voyez ça, un monde sans domination? Voilà, et je fais juste une toute petite parenthèse parce que je vois que Lucie est en noir. C'est comment serait un monde sans femmes? Un monde sans femmes. Pendant 24 heures, toutes les femmes sont invitées à mettre leur profil en noir. Voilà pourquoi le profil est noir. D'accord. Voilà. Ah, mais j'ignorais cette ça vient de sortir. Enfin, les Grecs avaient déjà fait ça. Il me semble qu'il y avait des comédies grecques sur la grève du sexe chez les femmes. Ouais. C'est une histoire ancienne. Un monde sans domination. Oui. De façon générale, déjà les approches libertaires en termes d'assemblée de démocratie directe et de fédération, de structures fédératives, ça me semble être vraiment des possibilités. Et pour ce qui est des rapports adulte-enfant, qu'il y ait des rapports déjà en finir avec les structures d'oppression et les rapports de domination, mais du coup mettre en place des rapports simplement d'accompagnement qui soient égalitaires, quoi. Je sais pas si vous vouliez des choses plus précises. C'est pour rêver, hein. Comment vous imagineriez que ça se passe, une société est-ce que ça serait peut-être une société sans État ou est-ce que ça peut encore exister des communautés plus petites comme les biorégions qui étaient chères à
ces Je mouvements. crois pas que les petites communautés soient particulièrement souhaitables, mais ça dépend ce qu'on appelle communauté, parce que quand on parle de structure fédérative, on a des petites communautés à la base, mais qui se fédèrent, et donc on a aussi des grosses communautés. On n'a plus cette idée qu'il y aurait des petites communautés ou des grosses communautés, enfin, parce qu'il n'y a plus une unité unique, enfin, puisque c'est des fédérations progressives. Je pense que c'est très important, au contraire, de vraiment garder en lien l'ensemble des populations du monde et des structures locales, etc. Mais je ne pense pas que ce soit impossible. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment pu développer ça à grande échelle parce que systématiquement, les expériences ont été réprimées dans le sang et n'ont pas pu durer très longtemps. Elles se sont systématiquement retrouvées plus faibles face au pouvoir hiérarchisé, mais parce qu'ils se sont alliés pour les anéantir, quoi. Je pense que des structures de démocratie directe sur des petites bases, des petites communautés, que ce soit des entreprises ou des quartiers ou des villages ou des associations, etc., c'est de bonnes bases pour qu'en fait les populations traitent les problèmes tels qu'elles les perçoivent, sans qu'il se crée des conflits de classe, etc., de genre ou autre. Donc, un bon point de départ. Donc, un bon point de départ, oui. Et à ce niveau-là, je voulais dire, j'ai un peu fréquenté les communautés zapatistes au Chiapas, et parmi les choses vraiment excellentes qui ont pu être faites, donc c'est au Mexique, hein, c'est toute une région de la grosseur du Massif central qui est insurgée et qui refuse la mainmise de l'État fédéral mexicain. Et ça fonctionne par assemblée générale des communautés. Les communautés, c'est des villages, hein. Et donc, il y a eu la loi révolutionnaire des femmes qui prônait notamment, qui exigeait, c'était des femmes qui exigeaient la participation pleine et entière des femmes au processus politique et à la vie sociale et tout ça. Mais il y a eu aussi une décision de prise que tout le monde pouvait participer aux assemblées sans distinction d'âge et pouvait participer aux décisions. La seule condition, c'était de ne pas s'être endormi pendant les délibérations d'assemblée. Ce qui était une façon de placer quand même un critère limitatif, mais qui n'était pas un critère d'âge. Et de façon générale, les mineurs en lutte refusent les critères d'âge et disent s'il doit y avoir des critères, il ne faut pas que ce soit un critère d'âge, c'est aussi inepte que le critère de race ou de sexe ou autre. Ça doit être des critères de capacité, etc. On aurait certains de nos députés qui n'auraient pas le droit de participer à la vie publique. Tout à fait, oui. Je pense qu'on a fait le tour. Jean-Guillaume, d'autres questions? Non, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. C'était pour moi passionnant et très intéressant. Vous avez répondu à énormément de questions. Je pense que ça ouvre vraiment de vous écouter, de vous lire à une autre façon de voir sa propre vie, ses relations avec ses enfants, sa propre enfance aussi. Et ça peut être très déstabilisant dans un premier temps parce qu'on se rend compte à quel point on a été dominé et à quel point on peut être dominant. Alors, si certains sentent de la culpabilité, j'ai envie de dire tant mieux. S'ils sentent de la peine, j'ai envie de dire tant mieux. C'est l'occasion de s'occuper de ses propres souffrances et d'aller à un autre endroit de soi. Je crois que vous permettez de faire ce passage par la réflexion, l'analyse, les connaissances assez impressionnantes de votre livre. Je vous en remercie. Voilà, merci beaucoup. Donc, je répète encore, vous aurez la possibilité d'aller voir, vous avez certainement vu défiler tous les commentaires qu'on a eus. Ce soir, c'était tellement captivant qu'on n'en a pas passé beaucoup parce qu'on ne voulait pas trop couper le fil de toute cette conversation-là, mais que tout le monde se rassure. Voilà, il y a l'occasion d'y revenir et puis pour vous aussi d'y répondre ou de commenter. J'espère que vous allez en recevoir beaucoup, que le fameux Framapad va vous donner aussi matière à réflexion et qui sait un prochain livre aussi. Donc je voudrais vous remercier. Merci Jean-Guillaume. Faire un petit rappel à tous les gens qui nous écoutent d'aimer cette page, de manifester votre plaisir de voir tout ce qu'on est en train de faire, de façon à ce que cela se propage et se diffuse en cliquant, en likant notre vidéo. Nous vous invitons aussi à aller sur la plage de la plateforme de l'enfance libre. Je vais faire défiler le lien là
Voilà, parce que nous avons un projet qui arrive. Donc, vous y trouverez un appel à des questions pour la semaine de la non-violence éducative ordinaire qui va se passer à partir de la semaine prochaine, avant la journée des violences éducatives ordinaires qui a lieu le 30 avril tous les ans. C'est français. Vous pouvez donc y poser vos questions et ces questions seront reprises dans une série d'interviews que Clara Bellard, la réalisatrice de Être et devenir, qui est venue ici, elle va réaliser une série d'interviews en partenariat avec nous. Et vous retrouverez dans cette série d'interviews des experts, des personnalités, des militants qui sont venus ici et puis d'autres. Donc vous avez les adresses qui sont en train de se dérouler en bandeau. Merci à toute l'équipe. Derrière, Manuel, Ophélie, Emmanuel, Oriane, Guillemette, Emmanuel et Élodie. Et demain, nous allons recevoir Daniel Delanoë, qui est psychiatre et anthropologue, donc à propos aussi des violences. Vendredi 17, nous recevrons Edwige Antier, pédiatre, ancienne députée. Samedi 18, nous aurons Jean-Pierre Lepris à propos des apprentissages autonomes. Dimanche 19, Cécile Priou pour école et apprentissage. Et nous clorons cette série avec Olivier Morel lundi. Donc Olivier Morel, le fondateur de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Eh ben, bravo à vous d'organiser tout ça, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est génial. Merci à vous d'être venus et puis à demain tout le monde, j'espère que vous pourrez nous rejoindre et puis sinon bien sûr les vidéos sont disponibles sur la page de l'École de l'enfance libre. Ouais. Yves, on vous demande juste de rester en ligne quand nous on va déconnecter. Oui d'accord, mais je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé là en écrivant des trucs, j'ai pas trouvé comment répondre et tout ça, mais j'essaierai de répondre après. Et, voilà, vous pouvez le faire après. À tout le monde et au revoir à tout le monde du coup. Merci. Au revoir.